Nous sommes ravis d'accueillir tout le monde. Alors, Karine Sfar est avec nous également. Karine Sfar, qui est la déléguée générale de la Fédération de la maille et de la lingerie. Et nous travaillons avec Karine sur toutes nos questions RSE. Alors, je fais juste un petit préambule de forme. Nous sommes assez nombreux, donc pour que les échanges soient plus fluides et qu'on entende bien Fanny qui va intervenir, je vous demanderai de couper vos micros pour éviter tout bruit parasite. Et puis, vos caméras également, de façon à ce que la bande passante soit mieux. Et puis enfin, pour terminer, je rappelle à tout le monde que ce webinaire est enregistré. Donc justement, pour ceux qui ne voudraient pas se voir à l'écran, il faut couper la caméra. Alors, rapidement, avant que je ne passe la parole à Karine, donc Fanny, nous sommes ravis de t'accueillir. Donc Fanny, certains d'entre vous, vous la connaissez. C'est avec elle et donc le cabinet BlueQuest qu'elle a fondé, que nous avons travaillé sur le guide des approvisionnements responsables, que certains d'entre vous ont certainement vu et qui, je le rappelle, est en téléchargement encore aujourd'hui sur le site de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, et également de la Fédération de la lingerie et de la maille et du balnéaire. Alors, aujourd'hui, pourquoi ce sujet ? Parce que vous le savez tous, cette crise Covid a créé beaucoup de problèmes, et notamment sur les chaînes d'appro. Donc, il y a une vraie responsabilité de la part des marques vis-à-vis de leurs fournisseurs. Il y a de gros enjeux, donc c'est ce dont Fanny va nous parler aujourd'hui. Donc, avant de lui laisser la parole, je voulais également vous rappeler que certains le savaient, mais on lance nos ateliers, alors ce qu'on a appelé nos ateliers RSE, qui sont finalement la déclinaison du guide pour permettre aux entreprises de s'approprier la méthodologie de cartographie des enjeux, toujours sur la chaîne des approvisionnements responsables. Donc, on a modifié le format, ce sera en format digital, puisque le présentiel reste assez compliqué. Voilà, donc pour toutes les personnes qui seraient intéressées, je suis évidemment à disposition pour les renseigner et leur expliquer comment ça se passe. Donc Karine, je te laisse la parole et puis après c'est Fanny qui démarre. Très bien, merci beaucoup Adeline. Bonjour à tous et à toutes, ravie d'être parmi vous et merci à Fanny de nous animer cet atelier, ce webinaire plutôt. Donc, Karine Sfar, Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire. On travaille beaucoup avec la Fédération du prêt-à-porter féminin sur tous ces sujets RSE. Super, merci. Merci. Karine, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que toutes les personnes qui n'interviennent pas peuvent couper leur micro, s'il vous plaît ? Merci à toutes et à tous. Oui, donc on a collaboré avec Fanny et la Fédération du prêt-à-porter féminin sur le guide des achats responsables. Et on a d'autres projets en cours, notamment on va travailler aussi, on va inviter certains de nos adhérents sur les ateliers interactifs. Et on a d'autres projets d'études en cours aussi avec la Fédération du prêt-à-porter féminin pour faire une suite de ce guide, plus axé notamment sur les matières et les labels. Indépendamment de ça, donc au niveau de la fédération, on travaille avec Fanny depuis un grand nombre d'années maintenant, au moins 10 ans, quelque chose comme ça, notamment sur plusieurs ateliers et formations que l'on met en place. Et là, notamment pour vous donner quelques sujets d'actualité, on va monter avec l'équipe de Fanny et d'Aurélia de BlueQuest une formation sous forme de modules, de 4 modules en interactif, donc sous forme de petits modules de 2 heures qui vont faire une formation sur la mise en place justement d'une politique d'achat responsable de façon assez détaillée et complète. Et on va essayer donc de reprendre nos formations en présentiel au mois peut-être de juillet si le gouvernement nous le permet. On attend avec impatience les mesures que va annoncer Édouard Philippe cet après-midi, mais surtout à partir de septembre, avec notamment des formations qui complètent toute cette partie sur les achats responsables, notamment sur l'économie circulaire et collaborative, sur la communication des valeurs et de une bonne communication sur le développement durable, et aussi toute une partie sur comment éco-concevoir grâce à des fibres innovantes et responsables. Voilà, je ne vais pas durer plus longtemps. On vous remettra toutes ces informations à la suite et que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Et donc, je vais passer la parole à Fanny qui va nous animer ce webinaire sur les conséquences, notamment du Covid, sur les chaînes d'approvisionnement. Et on va parler de résilience. Tout à fait. Responsabilité et résilience.
Bonjour à toi. D'abord, je vais partager mon écran. Merci de me dire. Normalement, vous devriez déjà le voir et je vais le mettre en diapo pour que vous puissiez le voir en entier. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon, Oui, Fanny. C'est super. Bon, ben, je vais commencer. Alors pourquoi ce sujet très rapidement donc au sein de Blue Quest, que je ne vais pas prendre le temps de décrire parce qu'on a très peu de temps, on a continué à travailler pendant cette phase un petit peu complexe pour les entreprises du Covid et notamment sur des problématiques de responsabilité sociale et environnementale dans la chaîne d'appro. Et on voulait voilà, vous faire à la fois un petit retour sur les problématiques expérimentées par nos clients, mais aussi les bonnes pratiques, avec peut-être l'idée de vous inspirer et d'échanger ensemble sur ce que pourrait être demain des approches de responsabilité sociale qui peuvent aussi nous permettre, j'allais dire, de revenir plus fort après cette période un petit peu complexe. Alors pour le secteur textile, et au cas où nous aurions des acteurs en dehors de ce secteur, pour d'autres secteurs aussi, parce que les problématiques dont on va parler, je pense qu'elles sont, voilà, elles sont réelles dans beaucoup de secteurs d'activité, même au-delà du secteur textile. Alors, avant de parler vraiment de cette période très spécifique et de ce qu'elle vient changer, je voudrais faire un petit pas en arrière et replacer un petit peu tous les enjeux achats responsables au sein vraiment des enjeux RSE et peut-être dans ce retour en arrière vous dire un petit peu comment on voyait ces enjeux RSE dans la chaîne d'approvisionnement jusqu'à janvier-février et c'est notamment voilà une manière de voir qu'on avait présenté dans le guide sur les achats responsables réalisé avec la Fédé du prêt-à-porter et de la lingerie. Donc la première chose, et elle est importante aussi, parce que ça va nous montrer qu'il y a un fort intérêt à travailler sur la chaîne d'appro dans cette période un petit peu de reprise, c'est que la chaîne d'appro, elle est vraiment, dans le secteur textile notamment, au cœur des enjeux de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Je voudrais, pour faire simple, et puis pour avoir un discours un peu par la preuve, je voudrais vous montrer ce qu'on appelle en langage RSE quelques matrices de matérialité faites par des entreprises diverses et variées pour effectivement évaluer ou prioriser leurs grands enjeux en matière de RSE. Donc la matrice de matérialité, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un mapping où on regarde les enjeux les plus critiques pour l'entreprise et généralement sur ce mapping, on intègre aussi une vision de ces enjeux par ses parties prenantes pour essayer effectivement d'identifier à la croisée des chemins entre l'entreprise et ses parties prenantes les sujets qui doivent faire l'objet d'un traitement prioritaire. Alors pour commencer, ça c'est des matrices de matérialité qui ont été faites. Alors elles ne sont pas toujours toutes récentes, mais on va dire sur ces 2 dernières années, elles ne sont pas tout le temps mises à jour. Mais bon, vous voyez Kering, vous verrez sur chacun des slides, j'ai entouré généralement en rouge tous les sujets qui touchent de près ou de loin, mais plutôt de près, la chaîne d'appro responsable. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, pour Kering, en abscisse l'importance pour Kering, en ordonnée l'importance pour ses parties prenantes, et donc en haut à droite les sujets clés pour le groupe et les sujets d'investissement prioritaire. Vous voyez que sur les sujets clés, on trouve une grande partie d'enjeux qui ont attrait à la chaîne d'appro, le changement climatique, dont la plupart des sujets proviennent quand même de la matière, de la fabrication, de la chaîne d'appro, de la logistique aussi, la traçabilité et la transparence dans la chaîne d'appro, la responsabilité des matières premières, les droits humains et les conditions de travail chez les fournisseurs et la qualité des produits. Donc vous voyez qu'aujourd'hui pour Kering, on va dire 3/4 des enjeux prioritaires émanent de la chaîne d'appro. Donc c'est bien là qu'on trouve les enjeux sociaux et environnementaux et éthiques les plus significatifs. Je vais accélérer un peu, sachant que vous aurez accès à ce contenu après coup, ou puisqu'il y aura une rediffusion, et je crois que les slides vont circuler aussi. Pour voir une autre marque, Moncler, vous voyez un petit peu sur le même principe, en haut à droite, la qualité et la sécurité des produits, le sourcing responsable, le bien-être animal. Alors là, on est sur des doudounes avec du garnissage en plumes, donc ça s'explique aussi pour ça. Donc vous voyez que sur les 7-8 sujets qui sont vraiment les plus significatifs, on en a une petite moitié encore qui ont attrait à la chaîne d'appro.
H&M, vous voyez là une carto un petit peu plus étoffée. Vous voyez sur les gros sujets qui sont en haut entourés, que j'ai aussi entouré dans la légende. Là aussi, la transparence supply chain, les matières recyclées, les matières responsables, les droits humains dans la chaîne d'appro. La décence des salaires dans la chaîne d'appro, les évaluations aux fournisseurs et puis surtout les reconnaissances ou en tout cas la mobilisation des fournisseurs sur les thématiques sociales et environnementales. Donc ça fait partie, vous le voyez encore pour H&M, si vous regardez les petites bouboules en haut à droite, les sujets clés et les plus significatifs sont encore des sujets supply chain. Dans un autre domaine, mais qui est assez significatif parce que Marks & Spencer communique pas mal aussi sur ce qui est fait sur son rayon textile. Vous voyez là différemment les petites puces rouges qui font aussi référence à des sujets supply chain. Donc là encore, qu'est-ce qu'on retrouve comme grand sujet dans la supply chain, notamment textile? Le bien-être animal, l'économie circulaire, le changement climatique, l'engagement avec les communautés locales dans les zones de sourcing, la déforestation. Donc vous voyez qu'encore on a une grande partie de ces enjeux RSE qui ont attrait à la supply chain. Hugo Boss, vous voyez, même chose, je ne redéfinis pas, mais vous voyez qu'en haut à droite, c'est bien, on a exclusivement des sujets supply chain responsables. Voilà, et Adidas qui est présenté un petit peu, Nike, excusez-moi, présenté un petit peu différemment. Vous voyez qu'au cœur du tableau, les matières premières, la fabrication des matières, la logistique, qui sont vraiment les sujets clés, tant en matière environnementale qu'en matière d'enjeux sociaux pour Nike. Donc, en synthèse, et ça c'est quelque chose que vous retrouverez, d'ailleurs c'est une étude qu'on avait faite dans le cadre du guide, dont vous voyez la petite photo sur les approvisionnements responsables en 2019. Donc vous voyez ici une synthèse des grands sujets. Donc dans les grands sujets, on retrouve dans les impacts et les enjeux prioritaires, la déforestation, la réduction des impacts sur l'eau, extrêmement importante dans le secteur textile, le changement climatique, le bien-être animal, et au sein de l'ensemble des enjeux, ce qui ressort de manière, j'allais dire, plus significativement, toutes marques confondues, parce que peut-être ça parle d'un socle pour l'ensemble des marques, les plus grandes et les plus petites, les droits humains et les conditions de travail, et d'un point de vue environnement, la gestion des substances chimiques, qui est à la fois un sujet clé pour la sécurité des produits et donc pour la cliente en aval, mais aussi, pensez-y, pour l'environnement et la sécurité des travailleurs en amont. Donc ça, c'est vraiment les grands sujets impact. Et puis, dans les grands sujets qui sont traités par ces marques, ou en tout cas qui étaient traités jusqu'au démarrage de la crise liée au Covid, des sujets qui sont plus, j'allais dire, des vecteurs de performance, des leviers activés. Donc, le premier sujet qu'on voit sur toutes les cartos des enjeux, en tout cas les matrices de matérialité, et qui est aujourd'hui, je pense, le nerf de la guerre pour tous les acteurs du secteur, la traçabilité et la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que la traçabilité en soi, c'est presque, j'allais dire, un enabler pour les autres thématiques. Sans traçabilité, on ne peut pas gérer les enjeux sociaux, on ne peut pas gérer les enjeux environnementaux. Donc c'est vraiment presque aujourd'hui la première responsabilité et le premier enjeu. Et puis, deux autres leviers sur lesquels les entreprises, et notamment les Françaises, ont accéléré significativement sur les 2 dernières années. L'approvisionnement en matières responsables, donc ça c'est quelque chose qu'on traite notamment dans le guide avec une revue des différentes matières, de leur impact et surtout une présentation des alternatives envisageables. Donc aujourd'hui, on a vraiment des avancées très rapides qu'on peut mesurer à travers des acteurs comme Textile Exchange, voilà, d'acteurs français et internationaux qui aujourd'hui sont sur des taux de transformation de leur matière vraiment assez élevés. On a des cibles de 100% sur le coton responsable, on peut avoir des cibles peut-être un petit peu plus modestes, mais quand même assez significatives sur des matières comme le polyester, comme certaines matières animales, sur des enjeux de bien-être animal. Et puis, dernier point qui est aussi assez transverse, l'économie circulaire, qui peut comprendre à la fois des thématiques comme bien évidemment en amont l'éco-conception
conception des produits, et l'approvisionnement en matière responsable en fait partie. Et puis, si je passe tout au long du cycle de vie du produit sur lequel on peut encore agir, en aval, bien évidemment, la revalorisation, le recyclage des produits. Donc voilà, très rapidement, en peut-être 10 minutes, l'idée c'était de vous présenter un petit peu ce tableau des grands enjeux RSE et notamment voir comment ils étaient portés par la chaîne d'Appro avant cette période de Covid. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis le mois de mars? Alors, en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'on voit, nous, chez BlockQuest, depuis notre fenêtre. Alors, en écoutant et en prenant un petit peu le pouls de ce qui se passe. Et puis aussi, à travers nos clients. Donc, je vous dirai aussi ce qui a marché, ce qui se passe aujourd'hui chez nos clients, pour peut-être savoir si c'est des choses aussi, hein, quand on va discuter ensuite, que vous avez pu mettre en œuvre chez vous ou que vous aimeriez mettre en œuvre. Donc, la première chose, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'ensemble de ces risques, et vous allez voir d'autres aussi, sont en croissance. Aujourd'hui, on a une forte croissance, une forte augmentation des risques socio-environnementaux, éthiques dans la chaîne d'Appro, et que surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ça impacte l'ensemble de l'écosystème textile. On peut toujours continuer, bien évidemment, à faire des cartographies des risques pays, mais on a vraiment un raz-de-marée de risques, alors qui peuvent différer selon les pays et les secteurs d'activité, mais qui impactent l'ensemble des acteurs et l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Si on les regarde plus précisément, on a fait ce travail un peu de collection d'informations et de réflexion avec plusieurs experts BlockQuest avec qui on travaille beaucoup sur la chaîne d'Appro textile. On a identifié 4 grandes thématiques que je voudrais dérouler assez rapidement. Donc la première, c'est sur les droits humains. Alors comme vous l'avez vu, c'est un domaine qui est toujours au cœur de la responsabilité dans la chaîne d'Appro. Ce qu'on sait dire aujourd'hui, c'est qu'avec le Covid, on a des risques qui sont beaucoup plus critiques et beaucoup plus fréquents dans l'ensemble des pays de sourcing. D'abord, ça c'est prouvé, on s'en rend déjà compte. Alors, il y a bien évidemment, je ne vais pas décliner tous les risques et l'impact du Covid sur l'ensemble des risques en matière de droits humains, mais ce qu'on sait par exemple, je pense que c'est un point important, c'est qu'on a une hausse assez significative du trafic d'êtres humains. Pourquoi? Parce qu'on a des cessations d'activité, des ralentissements. On a des individus qui sont plus vulnérables. Aujourd'hui et au début de la phase du Covid, l'OIT a annoncé que près de la moitié de la main-d'œuvre mondiale allait perdre ses moyens de subsistance. Et ça, en fait, ça génère dans l'ensemble des secteurs d'activité et aussi dans le secteur textile des opportunités pour le crime organisé qui, en fait, va se mettre à financer des activités, va se mettre à financer des gens, souvent dans des conditions d'esclavage moderne. Et donc, on sait d'ores à présent, enfin, il y a eu des communications des Nations Unies sur le sujet, qu'on a une forte augmentation, et notamment dans le secteur textile, de ces problématiques, tant au niveau, j'allais dire, par exemple, des activités agricoles et de culture de certaines matières, tant au niveau du secteur de la confection, où on peut retrouver ces enjeux sur les chaînes de production qui peuvent se manifester avec des gens qui sont endettés toute leur vie parce que on les a fait venir pour travailler dans les usines, des gens à qui on a pris leur passeport, toutes les formes qu'on peut connaître déjà aussi un petit peu de manière régulière dans le secteur de la fabrication textile. Deuxième sujet, on va avoir un impact aussi du fait des difficultés économiques sur d'autres sujets, notamment le respect des rémunérations ou des minimums de rémunération légaux, une augmentation du travail clandestin, il y a des commandes qui sont annulées, il y a des activités ou de la marge qui sont en baisse chez les acteurs, il va y avoir je pense, une véritable mise en danger de certaines entreprises, et c'est vrai qu'on le voit déjà, et je dois le dire, sur le grand import, mais même en France, à minima, des heures de travail non déclarées, à maxima, des gens qui n'ont plus de statut, plus de contrat, qui viennent travailler en espérant avoir un emploi quand la situation se sera régularisée. Mais c'est des gens qui peuvent être à l'écart des systèmes de sécurité sociale, d'assurance maladie, qui travaillent un peu en dehors des clous. Donc on a des risques assez élevés pour ces populations et des risques aussi assez élevés pour les fournisseurs qui ont recours à ces formes de travail. Et ne l'oublions pas, en France, de point de vue réglementaire, à leurs donneurs d'ordre qui sont solidaires sur ce type de risque.
Dernier point, de manière générale, on pressent une dégradation assez large des conditions de travail. On se pose aujourd'hui la question, est-ce que tous les efforts qui ont été réalisés, qui étaient toujours nécessaires en matière de conformité sociale ou environnementale, est-ce qu'ils vont être remisés par des acteurs? Est-ce que les acteurs économiques vont faire, j'allais dire, l'autruche, mettre la tête dans le sable? Et face à l'enjeu du redémarrage, est-ce qu'on va dire, ben voilà, allez-y, produisez, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, entre guillemets. On voit déjà en Asie, bon, voilà, des travailleurs qui font le tour du cadran sur les sites de production. Donc ça, c'est un facteur de risque très, très élevé pour ces travailleurs, pour les fournisseurs et pour les donneurs d'ordre qui vont être confrontés à ces nouvelles, entre guillemets, pratiques dans leur chaîne d'appro. Donc voilà pour ce volet droits humains. Je suis désolée, je suis obligée d'aller vite pour tenir les délais, mais on aura peut-être l'opportunité d'échanger grâce à vos questions. Deuxième domaine sur lequel on a effectivement une accélération des risques, l'hygiène et sécurité, avec, au-delà de la pure accélération, de nouveaux risques à gérer. Donc sur les sites de production, il y a bien évidemment, lors de la reprise, des enjeux en France comme ailleurs, sur la sécurité, l'hygiène et sécurité des travailleurs, comment on reprend, dans quelles conditions, avec quel protocole. Et là, autant vous dire qu'il y a un enjeu de santé, il y a aussi un enjeu de pérennité de l'activité. Si on se retrouve avec des travailleurs qui sont, j'allais dire, massivement de nouveau réimpactés par le coronavirus, les usines vont fermer. Il y aura peut-être aussi dans des pays ou dans des zones ou dans des zones de production ou de sourcing, peut-être des retours au confinement avec une deuxième vague. Donc là, il y a un véritable enjeu sur l'hygiène et sécurité sur les sites de production. Et puis pensez aussi, nous on le voit, il y a une reprise des contrôles socio-environnementaux. Il y a aussi un enjeu par rapport à la mise en place de nouveaux protocoles sur ces sites de production, de l'accessibilité de ces sites aussi, aux acheteurs, aux contrôleurs qualité ou socio-environnementaux qui devront se rendre sur site. Donc voilà, donc ça c'est un nouveau point sur lequel par exemple on travaille d'ores et déjà, enfin les sociétés d'audit ont commencé à travailler depuis plusieurs mois. Et puis ne l'oublions pas, risque aussi sur les produits, les questions peuvent se poser, quel impact sur la sécurité de vos produits? On voit déjà des préoccupations de clientes, de consommateurs, alors j'ai dit de clientes parce que c'est la Fédération du prêt-à-porter féminin et de la lingerie, mais bon, de clients aussi, sur voilà, la sécurité de ces produits. On va y revenir, donc ça aussi c'est un sujet qu'il va falloir traiter avec des protocoles ou des communications spécifiques. Troisième volet, alors bien sûr, je pense que vous l'attendiez, peut-être que certains penseront que ce n'est pas tellement un enjeu de responsabilité sociale, mais bon, c'est pas mon avis, donc je le mets dans le pool des enjeux sur lesquels il faut absolument travailler. La santé financière de vos fournisseurs. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'enjeu numéro 1, mais c'est effectivement un enjeu inéluctable et sur lequel tout le monde doit travailler aujourd'hui, avec, pensez-y, quand on regarde la structuration des chaînes d'approvisionnement textile, un effet hyper élevé ou un risque très élevé d'effet domino. On a aujourd'hui des risques de défaillance à court terme de façonniers, de fabricants qui étaient peut-être déjà fragiles avant la crise, qui ne bénéficient peut-être pas tous de systèmes ou d'aides comme ça a été le cas en France et qui ont dû faire part pour certains à un arrêt très brutal des demandes. Vous voyez le petit graphique en bas avec l'évolution de la demande et vous voyez qu'au deuxième trimestre et sur la deuxième partie de 2020, on a quand même une décélération, enfin si on peut appeler ça une décélération, c'est presque un arrêt extrêmement forte des commandes de volume. Donc voilà, donc forcément des fournisseurs qui vont être très très impactés par ça. Alors au-delà de cet impact à court terme, dites-vous aussi que cette problématique à la fois de trésorerie et ce manque à gagner sur le premier semestre, on risque d'avoir des fournisseurs qui vont effectivement faire face à ces difficultés financières au-delà du court terme, c'est-à-dire que la reprise ne va pas forcément permettre d'éponger les dettes, de se remettre sur pied. Et ça, c'est quelque chose, du coup, au-delà des effets directs du Covid que vous pouvez déjà constater, sur lequel il va falloir extrêmement être vigilant. Alors, je vous rassure, la troisième partie de cette webconf, elle est liée plutôt aux solutions, donc j'y vais. Et puis, dernier point qui est important, on parle d'effet domino, donc oui, pour vos fournisseurs de rang 1,
pensez aussi au-delà du rang 1. Votre rang 1 repose bien évidemment sur du rang 2. Et donc, du coup, il faut effectivement se poser la question, par exemple sur le rang 2, de la sous-traitance, qui peut être pour certains d'entre vous, donc la sous-traitance de vos fournisseurs de rang 1, voilà, vraiment un maillon essentiel de votre chaîne de production. Dernier commentaire ou dernier risque en croissance pour nous. Alors, il y en a probablement d'autres, hein, mais l'idée ici, c'était de focuser sur les 4 qui nous semblaient le plus importants. Au-delà de cet impact voilà, sur vos partenaires directs, on s'est posé la question avec, voilà, on n'a pas vraiment d'infos extrêmement, j'allais dire, factuelles encore, mais on s'est posé la question vraiment de l'impact beaucoup plus massif sur certaines filières sourcing. D'abord, du fait, comme je viens de l'expliquer, de ces fragilités économiques et financières en cascade qui peuvent effectivement se répercuter du rang 1 au rang 2 et au-delà, et donc peut-être, j'allais dire, vraiment affecter des filières sourcing dans leur intégralité par cet effet domino, mais aussi pour d'autres raisons. On sent déjà qu'on a de fortes tensions sur la production de matières premières, notamment agricoles, alors alimentaires, mais c'est vrai aussi pour des matières premières utilisées dans vos secteurs. On le voit sur le coton, avec, j'allais dire, des acteurs qui commencent à se mobiliser pour aider à la reprise de la production avec les bons protocoles. On le voit aussi plus récemment, en tout cas, sur la filière du lin, qui a été assez impactée par cette crise. Et donc, voilà, préparez-vous à des tensions, préparez-vous à des hausses des prix, préparez-vous peut-être à, pour ceux qui ont des relations bien établies avec certains acteurs très, très amont, des acteurs qui peuvent être en difficulté. Ensuite, vos filières, elles risquent d'être impactées selon effectivement la situation de certaines régions de sourcing. Vous le voyez sur le petit graphique en bas. On a en tout cas, par exemple, sur l'Asie, des pays aujourd'hui qui sont différemment impactés. Si on prenait une carte mondiale, en tout cas des commandes, de l'impact, de l'état de confinement, on verrait que effectivement, conjoncturellement, c'est-à-dire en fonction du rythme de confinement et structurellement sur la durée, vous allez avoir certaines zones de sourcing beaucoup plus impactées que d'autres. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faudra prendre en compte dans l'évaluation de vos risques sociaux et environnementaux et éthiques dans la chaîne d'appro. Et puis, dernier point, notamment sur la France, il y a eu, je le disais tout à l'heure, une forte accélération de la mobilisation des acteurs sur les matières, notamment écologiques et responsables ces dernières années. Donc, on était effectivement sur des secteurs d'activité en croissance, pour certains avec, j'allais dire, qu'il y avait encore une part modeste de votre sourcing, mais avec une croissance significative. La vraie question, c'est, voilà, est-ce que cette crise va couper les jambes à ces filières-là, qui peuvent être peut-être un petit peu plus fragile parce qu'en structuration, peut-être en forte croissance. Donc voilà, donc là encore, pour ceux qui misent beaucoup sur ces filières sur le long terme, il va vraiment falloir être extrêmement vigilant pour qu'elles perdurent et que vous puissiez continuer demain à pouvoir avoir recours à des filières responsables et écologiques, compétitives, concurrentielles. Voilà pour ces 4 risques en croissance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors pour nous, et ce qu'on a vu aussi, quand je dis nous, j'ai dit les experts BlueQuest, on en a beaucoup discuté, mais aussi les clients qu'on continue d'accompagner dans cette période. Je ne vais pas vous dire que tout va bien se passer et que voilà, on va se réveiller et que tout va redémarrer. Nous, ce qu'on pense, c'est que cette période, elle va nécessiter une exigence encore plus grande. Alors bien évidemment, un risque de faire le tri entre ceux qui s'étaient engagés durablement sur ces sujets de responsabilité sociale et environnementale dans la chaîne d'appro et ceux qui peut-être n'y voyaient qu'une simple opportunité, pas encore très 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 affirmée. Mais en tout cas, ça va effectivement vous demander à court, à moyen et peut-être à long terme d'être beaucoup plus exigeant.
Comment on peut être plus exigeant? Nous, on a encore voilà, quatre pistes de réponses à vous proposer. C'est des réponses qui sont assez vastes, on pense, pour que tout le monde puisse s'y inscrire. Et quand je dis tout le monde, je veux dire des grandes entreprises, des plus petites aussi, parce qu'on accompagne, même en pro bono, certaines petites entreprises. Et puis des acteurs qui ont déjà des démarches bien établies et des acteurs qui se disent que voilà, maintenant il faut vraiment s'y mettre. Bon voilà. En tout cas, la première piste d'action à laquelle on a réfléchi, c'est le fait de travailler plus étroitement avec votre panel de fournisseurs. Alors quand je dis penser panel, ça a l'air bête et vous dites voilà encore un titre de consultant, mais dans les faits, il y a encore trop peu d'acteurs du textile qui font du shopping de fournisseurs, qui n'ont pas établi de liste de partenaires avec lesquels ils veulent travailler, ils s'engagent sur la durée et aujourd'hui, ça va être incontournable. Nous, on pense que le premier point, la première responsabilité, c'est, je le redis comme ça parce que voilà, c'est comme ça qu'on l'a pensé, mais de tourner le dos au dumping social. On est dans une période où il va y avoir beaucoup d'entreprises en difficulté. Tout le monde va redoubler d'efforts effectivement pour survivre aussi, hein. Mais on voit déjà des fournisseurs ou des donneurs d'ordre qui demandent ou qui acceptent des remises de l'ordre de 20, 30, 40%. Attention, ne laissez pas tomber votre panel pour aller travailler avec des gens que vous ne connaîtriez pas, qui vous feraient des offres formidables. Alors, bien évidemment, ils peuvent être en difficulté. Je pense qu'il faut étudier et il faut venir en support de ces fournisseurs. Mais vous avez quand même des partenaires auprès de qui, je pense, il va être très, très bon et très important de s'engager pour éviter cet effet domino qu'on a abordé tout à l'heure. Donc l'idée, nous, derrière ça, c'est à la fois de reconnaître ses partenaires et c'est à la fois de s'engager dans la durée. On va voir comment, mais c'est vraiment important que les pistes qu'on va décliner ensuite, vous puissiez vraiment les mettre en œuvre avec des gens avec qui vous voulez vraiment vous inscrire dans le temps. Si vous n'avez pas encore fait ce travail, voilà, c'est le moment de le faire. Donc c'est le moment de se poser la question, de prendre des bonnes résolutions pour mettre en place une démarche de responsabilité sociale et environnementale dans la chaîne d'appro, de resserrer les liens avec les fournisseurs avec qui vous avez envie de travailler et de vous engager avec eux. Nous, qu'est-ce qu'on a vu chez nos clients et qu'est-ce qui a fait la différence? On a, nous, des clients qui ont effectivement une vision très très claire de qui sont leurs fournisseurs clés. C'est à la fois effectivement les fournisseurs volumiques sur lesquels on compte de manière systématique depuis des années. C'est aussi les fournisseurs critiques, je veux dire, qui représentent un approvisionnement plutôt complexe ou avec une spécificité produit ou un savoir-faire. Et j'ai envie de dire, chez nos clients, ce qui fait aussi la différence, c'est que cette question, elle se pose au-delà du rang 1. C'est-à-dire qu'on a vraiment des clients qui disent, ben voilà, ce fournisseur, il est hyper important et je sais qu'il est bon aussi parce qu'il a ce sous-traitant dans tel pays qui fait ça. Et on ne peut pas se permettre de perdre ce sous-traitant. Deuxième chose, nous, ce qu'on continue à faire, du coup, avec leur panel de fournisseurs, certains de nos clients, c'est maintenir, comme vous l'avez fait, je suppose, avec vos salariés ou avec vos clients, un fil de communication continu pour donner de la visibilité sur comment ils fonctionnaient, si les entrepôts étaient toujours ouverts, quand est-ce qu'allaient redémarrer les commandes, où est-ce qu'on en était, comment on traitait les commandes qui avaient été déjà réalisées. Et ça, je pense que c'est des éléments qui ont pu permettre effectivement de soutenir et donner de la visibilité aux fournisseurs pour qu'ils s'organisent. Et puis, dernier point, je dois vous dire aussi, on a été sollicité, nous, pendant cette phase, pour aider les entreprises à structurer leur approche. Et donc, on a effectivement des clients qui ont profité d'une plus grande disponibilité un peu de temps de leurs acheteurs pour qu'on les forme, pour les aider à mettre en place des démarches d'approvisionnement responsables, pour assurer qu'effectivement, à la fin du confinement, on redémarrait différemment. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Il y a probablement une attente assez forte des consommateurs sur ce sujet. Deuxième piste, je l'ai dit rapidement depuis le début de la webconf, mais redoubler de vigilance. Alors pourquoi ce titre?
Pour les grands groupes, hein, on parle beaucoup de la loi sur le devoir de vigilance, qui est une réalité, qui est une obligation légale avec un travail de cartographie, d'évaluation des risques dans la chaîne d'appro. Bon, si on sort de cette dynamique légale dans tous les cas, aujourd'hui, tous les acteurs et tous les donneurs d'ordre, sans aucune exception, ont un intérêt très très fort à, premièrement, prendre le pouls de leur supply chain, comment vont leurs partenaires, à quelles difficultés ils font face, pour savoir effectivement qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent, et surtout comment on peut les accompagner le cas échéant. Vous voyez à droite le petit graphique, c'est une étude qui a été publiée récemment qui s'appelle Waving a Better Future et qui a sondé en fait des fournisseurs, quels que soient les pays de sourcing, sur leurs attentes et les sujets sur lesquels ils aimeraient être accompagnés. Donc l'idée aujourd'hui pour les donneurs d'ordre, c'est de pouvoir identifier les nouveaux risques, alors qu'on a revus ensemble parmi d'autres, qu'ils peuvent avoir dans leur chaîne d'appro, auxquels peuvent faire face leurs fournisseurs, pour les aider à apporter des réponses adéquates aux risques les plus critiques. Bien évidemment, l'idée, c'est pas d'avoir un seul système pour tous les fournisseurs. Vous allez vraiment avoir des fournisseurs sur lesquels le sujet, c'est la trésor, et d'autres sur lesquels, bon, voilà, vous allez avoir des problématiques plutôt techniques de mise en œuvre de protocoles et sur lesquels un support de donneur d'ordre, plutôt des grands, peut être apprécié. Dernier point, peut-être, voilà, pour ceux qui ont fait ce travail déjà d'évaluation des risques dans leur chaîne d'appro, ça vaut la peine, voilà, de réévaluer ces risques-là, de les reprioriser, notamment pour les fournisseurs stratégiques et les partenaires critiques. Nous, ce qu'on a vu qui a bien fonctionné chez nos clients, donc on a vu un de nos clients qui a missionné tous ses acheteurs pour prendre son téléphone pendant la période Covid et après, appeler tous les partenaires, prendre le pouls, comment ça va, qu'est-ce que vous avez comme difficulté, avec derrière effectivement des plans de support adaptés aux difficultés spécifiques connues par ces partenaires. On a travaillé avec certains acteurs pour justement mettre à jour les cartographies qui ont été réalisées dans le cadre du devoir de vigilance. Et puis, dernier point, qui est aussi important, pour ceux qui mènent d'ores et déjà des audits socio-environnementaux, introduire des volets sur le Covid pour voir effectivement l'impact en matière d'hygiène sécurité, et aussi utiliser les contrôleurs qualité ou les contrôleurs socio-environnementaux pour prendre un petit peu le pouls des différents acteurs dans la chaîne d'appro. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait assez simplement, sans surcoût, et qui est vraiment du bon sens. Dernier point, enfin avant-dernier, excusez-moi, bien évidemment, une fois qu'on sait où sont les enjeux et qu'on a identifié, ce qu'on peut attendre des donneurs d'ordre, c'est qu'ils s'engagent. La première attente, c'est de soutenir la trésor et l'activité. Alors là, rapidement, quelques points. La première chose, le paiement des commandes produites, pour moi, c'est un must-have, c'est-à-dire quand on a un fournisseur qui a approvisionné pour vous des composants, approvisionné des matières, qui a produit pour vous des produits. Je pense que voilà, la base de la responsabilité, c'est le paiement de ces commandes. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, on peut toujours trouver des manières innovantes d'un point de vue marketing, de les présenter aux consommateurs, même si elles sont un peu décalées. Et je pense que c'est tout à votre honneur, en tout cas des donneurs d'ordre, de faire ça. Et je pense que c'est la base de la responsabilité. Vous avez d'ailleurs un call for action, donc, que vous voyez à droite, de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, qui a engagé plusieurs acteurs qui ont signé en fait cet engagement à payer notamment les commandes produites et à s'engager dans la durée. Juste pour les donner, hein, vous voyez quelques acteurs qui ont signé cet accord-là et que j'aimerais vraiment mettre en avant rapidement maintenant. Alors, j'en profite, je vais être un peu provocatrice, mais des gens quand même comme H&M, qui sont souvent critiqués, qui font partie des premiers à s'être engagés sur ces sujets. Tous les gros ne l'ont pas fait. Et puis, pour parler de français, des gens comme Kiabi, voilà, qui ont signé cet engagement. Bon, voilà, je pense que c'est un engagement de très grande qualité. Deuxième sujet, les délais de paiement. Vous savez déjà qu'en temps normal, les retards de paiement, c'est la cause de 1/4 des défaillances en Europe. Donc, imaginez-vous, aujourd'hui, voilà, il ne faut pas jouer avec les délais de paiement. Il y a des solutions financières qui peuvent exister pour les directeurs ou supply chain ou achats qui nous écoutent. Le reverse factoring, ça peut vous payer, vous permettre à moindre frais avec un partenaire bancaire de pouvoir financer des délais de paiement presque à 0 jour pour vos fournisseurs, des avances. C'est hyper important d'être extrêmement vigilant sur la trésor et notamment la trésor de ses partenaires. Voilà, autre chose qui coûte pas grand-chose, même si vous pressentez que vos commandes vont baisser.
s'engager dans la durée, promettre, même si c'est avec une baisse de 30 à 40%, voilà, le maintien d'un certain niveau de volume sur une année, ça peut permettre quand même de donner de la visibilité à vos fournisseurs et à leur donner un certain niveau de confort. Deuxième point et d'autres exemples qui a pu être aussi mis en œuvre par certains de nos clients, c'est l'offre d'expertise. Alors à la fois mettre à dispo vos directeurs juridiques qui peuvent expliquer rapidement à vos fournisseurs quels sont sur leur pays les différents dispositifs sectoriels ou nationaux auxquels ils peuvent s'accrocher, les aides et ce genre de dispositifs, mais aussi les aides techniques. Aujourd'hui, sur plusieurs pays de sourcing, savoir qu'est-ce que c'est qu'un vrai protocole dans une usine de prévention sur le Covid, c'est pas évident pour tous vos fournisseurs. Donc ça, c'est des choses que vous pourriez faire. Donc là-dessus, je vous ai mis notamment quelques ressources que, par exemple, vous pourriez partager avec vos fournisseurs ou utiliser. Donc vous le voyez, l'Europe a produit des lignes directrices qui en plus sont disponibles, je pense, en une vingtaine de langues sur le retour sur le lieu de travail. C'est des lignes directrices qui sont courtes, ça fait une quinzaine de pages, c'est hyper bien fait. Qu'est-ce qu'on met en œuvre? C'est quoi les mesures clés pour protéger les salariés? Better Work, je le mets en avant aussi, super intéressant, on a fait à peu près le même travail avec des spécificités. Vous voyez les petites vignettes, on a des lignes directrices qui se déclinent par grands pays de sourcing, donc en langage local, donc ça peut être aussi intéressant pour le grand import. Et puis, sujet extrêmement important pour reboucler avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur l'esclavage moderne, ETI, qui a produit aussi des lignes directrices que vous pourriez utiliser pour protéger les travailleurs migrants dans tous les pays qui sont encore plus impactés et fragiles que les autres travailleurs dans les chaînes d'apport. Pour conclure, et je vais m'arrêter là, c'est mon dernier slide et puis voilà, il est 10h29. Il faut aussi utiliser la communication. Moi, je me demande aujourd'hui si c'est pertinent d'avoir une communication pour un donneur d'ordre engagé sur simplement de l'engagement sociétal ou du mécénat. Moi, honnêtement, je pense que je ne suis pas la seule. J'ai envie d'entendre autre chose. C'est un sujet, aujourd'hui, le Covid a tellement balayé le secteur qu'on a envie d'entendre d'autres choses. Et je pense que, voilà, ces enjeux-là dans la supply chain, on a envie d'entendre comment les donneurs d'ordre y font face et ce qu'ils mettent en œuvre. Donc, je pense qu'il faut réagir sur ces sujets. Bon, de la même manière, la communication hyper... j'allais dire, centrée sur les promos. Moi, personnellement, je pense que je ne suis pas la seule. J'ai vu des mouvements sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est déceptif. On a aussi beaucoup de marques qui sont hyper impactées et beaucoup d'acteurs qui sont hyper impactés, qui comptaient sur la reprise et peut-être le revenge shopping pour redorer un petit peu leur marge. Aujourd'hui, on voit, par exemple, voilà, des petites marques qui sont un peu piétinées par des grands magasins qui peuvent renvoyer les produits, se mettre en promo tout de suite. Bon, c'est extrêmement dommage et décevant. Voilà, et puis la communication client, elle va être importante pour vous différencier, mais aussi pour rassurer, pour soutenir votre écosystème, parce que si vos clients ils vous suivent, bah, ça va forcément derrière, j'allais dire, faire tourner les usines, faire tourner l'activité de vos fournisseurs. Donc il y a vraiment un grand intérêt, une grande importance à avoir un vrai discours sur ces sujets et à engager vos fournisseurs. Nous, on a vu des choses qui ont marché. On a notamment une petite entreprise avec laquelle on travaille qui a beaucoup communiqué pendant le Covid à ses clients, notamment sur ce qu'elle faisait, sur sa vie, sur ses fournisseurs. Et je pense que ça a vraiment cartonné, notamment sur sa boutique online. Elle a maintenu une activité, elle a eu un redémarrage assez fulgurant. Et je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils sont très, très sensibles à ces discours et un discours de la vérité sur ces sujets. Donc voilà, moi, je vous engage vraiment à agir et puis à dire ce que vous faites. Voilà, et j'ai fini. Donc, excusez-moi, c'était un peu pas de charge, mais j'espère que c'était clair. Et puis, je prends vos questions maintenant avec plaisir. Merci beaucoup, Fanny, pour tous ces éléments. C'était ultra complet, beaucoup de tips pour comment agir justement sur tous ces sujets et engager sa responsabilité vis-à-vis de ses fournisseurs. Je crois qu'effectivement aujourd'hui c'est un sujet majeur. J'ai envie de te poser une question qui, avant de laisser la parole à Mathias qui se fera le porte-voix des questions de nos participants, mais question qui est un petit peu provoque et qui... Est-ce que j'ai le droit de ne pas y répondre? Je suis sûre que tu sais y répondre.
reprendre et qui fait écho à notre matinale de début de semaine qui était sur le Made in France. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que, tu l'as un petit peu évoqué déjà, mais c'est est-ce que finalement la meilleure garantie d'une chaîne d'appro responsable, ce serait pas le Made in France? Bon, moi, c'est pas. Je sais que c'est le positionnement de certains acteurs, voire aussi de certains acteurs avec lesquels on travaille. Moi, c'est pas ma vision. Aujourd'hui, on a par exemple un pays comme Bangladesh qui repose depuis des années sur les commandes textiles internationales. Je pense que ça représente une part extrêmement significative de son PIB. Et aujourd'hui, on a vraiment une grande difficulté, ces travailleurs. Je pense qu'on a des pays où on a développé des vrais savoir-faire. Je pense que c'est des pays aussi où on exporte beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut respecter que voilà, ces pays ont le droit aussi de travailler sur ces sujets. Moi, je pense qu'il faudra, voilà, c'est très bien le Made in France et j'encourage les consommateurs à y avoir recours, mais je pense qu'avoir aussi un recours à du grand import responsable qui fait vivre des familles dignement, c'est probablement tout aussi important. Voilà, donc moi, je serais triste de voir que peut-être après cette période, enfin en tout cas, je verrais comme un recroquevillement sur ce soi-même, de dire finalement, on ne travaille plus du tout avec ces pays et on se recentre que sur nous. Je pense que dans la durée, on aura toujours des bouts de chaînes d'appro qui seront positionnés. Il n'y a pas de champ de coton en France. Et je pense que ces pays, ils ont droit à participer à ce développement. Mais je pense que bien évidemment, il faut le faire de manière responsable et structurée, avec des vrais partenaires. Il y a de très belles usines sur le grand import, de très beaux entrepreneurs, et je pense qu'ils méritent aussi enfin, voilà, de participer au succès d'une mode plus responsable. Bon, c'est ma vision. Je la connaissais, je la partage. Mais la question se pose, c'est pour ça. Mathias, y a-t-il eu des questions? Oui, alors 2 questions. La première qui est sur tous les sites et les applications qui sont lancées grand public, type Clear Fashion. Est-ce que vous pensez que c'est complet? Est-ce que c'est déjà une première approche? Cette question est plus piège que la précédente. Non, mais c'est mon avis, c'est très subjectif. Je pense que en fait, c'est super d'avoir ça parce que ça met un peu le feu sous les fesses des acteurs. Et c'est vrai que le grand défaut des acteurs français, par rapport, par exemple, à leurs pairs anglo-saxons ou nord-européens, en France, en fait, il y a un peu une culture, et notamment dans le secteur textile, pour être heureux, vivons cachés. Donc, on fait des choses, on n'en parle pas, et puis comme ça permet aussi de faire un petit peu ce qui nous arrange. Donc, je pense que ces applis, elles ont un intérêt, c'est qu'elles lèvent un petit peu le voile sur ce que peuvent faire certains acteurs. Ensuite, bon, soyons honnêtes, c'est des ratings qui sont basés la plupart du temps sur du déclaratif. Donc, à la fois, il y a des biais, c'est-à-dire que si une marque communique très peu sur son site internet, bon, ben, elle va avoir 0. Et puis, d'autre part, si une marque communique beaucoup, mais parce que moi, ça m'est déjà arrivé de voir des marques qui avaient des communications jusque-là, et quand on travaille avec elles, on dit, mais vous ne faisiez pas ça depuis 5 ans? Ah non, il faut le faire maintenant. Donc, il peut y avoir aussi un décalage entre la communication et les faits. Bon, ben, on va avoir une bonne note. Moi, ce que je sais dire, quand je vois en tout cas pour les entreprises que je connais et leurs notes sur Clear Fashion, bon, je ne suis pas toujours en phase avec la note qui est donnée. Donc voilà, mais par contre, il faut quand même saluer ces initiatives, peut-être qui vont permettre de réguler un petit peu ces sujets-là et qui vont aussi sensibiliser. Moi, ce qui me dérange le plus dans les initiatives que je peux voir sur ces applis, c'est celles qui peuvent, par exemple, se questionner si, par exemple, un H&M ou un Cézanne a recours à un serveur informatique vert. C'est super d'envoyer ces mails avec un serveur informatique écologique, mais je pense qu'il faut revenir sur les basiques. Les basiques, c'est quand même le produit, l'environnement, les travailleurs sur la chaîne de valeur, les petites actions ou bisounours ou sans aucune importance. Il faut qu'on arrive à faire communiquer les grands acteurs de la chaîne textile sur les vrais sujets, sur ceux qui nous importent. Donc, il faut vraiment que les consommateurs, voilà, c'est là-dessus qu'ils posent des questions et il faut que ces applis, elles jouent ce jeu-là. D'accord, très bien. Une autre question sur, vous avez cité pas mal de marques dans la présentation sur différents points. Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui vraiment sortent du lot ou ont pris un virage radical ces dernières années? Non, enfin, je sais pas. Enfin, oui, radical, il y en a beaucoup. Bon, je sais pas, je peux en citer quelques-unes, on va faire un petit peu de name dropping. Alors, ouais, là aussi, ça n'engage que moi, mais moi, j'ai toujours défendu depuis plus de 10 ans H&M. H&M, ça fait même plus de 15 ans qu'ils sont engagés de manière très, très forte sur les sujets de responsabilité sociale et environnementale. Alors, bien évidemment, on est sur un modèle
fashion ultra rapide qui est peut-être antinomique avec des grands objectifs environnementaux, mais on va être honnête, hein, je veux dire, le luxe a le même rythme de collection aujourd'hui, donc voilà, et honnêtement, s'il doit y avoir demain un seul acteur de la fast fashion qui survit, aujourd'hui, si je vois des acteurs français ou internationaux qui sont sur le même rythme, les mêmes conditions et les mêmes prix, on parle d'H&M, on ne parle jamais de Primark, ben, excusez-moi, moi je préfère acheter mes produits chez H&M. Bon, voilà. Ensuite, pour les gens qui ont pu accélérer, bon, il y a les entreprises de toujours, hein, comme Deveja que vous connaissez. Moi, c'est une petite protégée, donc je vais parler d'eux, mais de bonne facture. C'est une PME, alors vous voyez, H&M est de bonne facture, sur de l'homme aussi, qui a une version, ben, voilà, beaucoup plus un engagement sur du Made in France, avec aussi du Made in Europe, hyper dans la durée, sur la durabilité des produits, avec une accélération notable ces dernières semaines et des idées innovantes et fantastiques. Moi, je vous encourage à aller voir ce qu'ils font. Je trouve ça super. Mais bon, on les connaît très bien, donc ça tombe bien. Voilà, c'était les deux seules questions. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Désolée, j'arrive pas à écrire ma question. Donc, si Nathalie à l'appareil, si Mathias, tu me dis comment on écrit la question, tout va bien, mais je n'ai pas accès à Nathalie, vous pouvez la poser en direct, la question, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Donc, dans le dernier slide, il y avait une étude de HuffPost qui disait est-ce que le virus continue à rester sur les vêtements? Et je pense que ça peut rester une inquiétude pour les consommateurs dans leur façon d'aller essayer les choses, leur envie peut-être de reconsommer. L'étude a l'air de dater de fin mars. Fin mars, on ne connaissait pas grand-chose du virus. Ça continue à être compliqué de connaître plus de choses sur ce virus. Quelles sont les informations qu'on a aujourd'hui qui pourraient permettre, alors est-ce que la fédération a accès à plus d'informations, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rassurer les consommateurs ou leur donner un bon guide de bonnes pratiques pour ne pas avoir peur, en tout cas par rapport à cette problématique-là, pour retourner en boutique, éventuellement essayer des choses, acheter, parce que qu'ils l'essayent en boutique ou qu'ils l'essayent chez soi, c'est un peu le même problème. Enfin, comment on gère ça, la peur du consommateur par rapport à ça? Alors Fanny, je te laisse peut-être après répondre juste pour le compte de la fédération et puis Karine, idem, parce que ce sont évidemment des sujets que nous avons suivis tous ensemble au niveau des organisations professionnelles, en particulier avec l'Alliance du commerce également, puisqu'ils sont au premier chef touchés. Donc il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites et notamment, alors bon voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais de laisser les vêtements en quarantaine après essayage ou après retour pendant une journée. Alors après, on voit des choses, chacun fait un petit peu à sa façon, mais bon, la recommandation a été celle-là. Et il y a eu une étude assez récente qui a été, alors je ne sais pas par qui l'étude a été menée, mais en tout cas relayée par le New York Times, bon, qui tendrait à rassurer finalement les consommateurs sur la durée de vie du virus sur les vêtements. Fanny, toi, tu as peut-être d'autres éléments. Karine aussi, en a peut-être d'autres. Voilà. Mais voilà où on en est a priori aujourd'hui. Non, moi, j'ai pas forcément d'autres éléments, mais ce qui a été suggéré dans la question, c'est qu'on puisse effectivement donner des guides pour les consommateurs, mais je pense que, par exemple, la première chose pour rassurer les consommateurs, c'est peut-être que les marques qui ont mené des actions sur ces sujets-là, elles puissent les communiquer dans leur newsletter, sur leur site, dans les cabines d'essayage, le cas échéant, quand voilà, ce sera de retour. Et pour moi, c'est un acte aussi de responsabilité, c'est un acte de pédagogie vis-à-vis de consommateur, et je pense que ce sera fortement apprécié. Je pense qu'après un certain temps, ce sera aussi intéressant peut-être de comparer à la fois les mesures mises en place par différents acteurs dans différents secteurs d'activité et de voir aujourd'hui ce qui est le plus, enfin aussi ce qui risque de se poursuivre, parce que malheureusement, peut-être que certaines de ces pratiques se poursuivront au-delà de l'été. Donc je pense que c'est un sujet à suivre. Mais moi, j'engage vraiment les acteurs à communiquer sur ce qu'ils mettent en place, tant en entrepôt et dans leur boutique que dans la chaîne d'appro, parce que ça peut être aussi, je pense, un domaine de questionnement de la part des consommateurs. Je ne sais pas si Karine parle. Karine, tu n'as pas ton micro. Ouvre ton micro. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, donc en fait, pour compléter ce qui a été dit là, donc c'est un sujet sur lequel on a été beaucoup interrogé aussi par nos marques, par nos boutiques de lingerie qui rouvraient. Donc il y a eu un travail qui a été fait un peu globalement sur l'ensemble des professions.
Donc, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse scientifique pour l'instant pour savoir combien de temps ça resterait sur le textile. A priori, ça semble rester un petit peu parce que moi, j'ai eu des critiques quand même de cet article du New York Times qui avait l'air de dire non. Donc, je pense que, comme disait Fanny, et on le voit quand même beaucoup si vous allez sur les LinkedIn des marques ou leur site Internet, beaucoup ont communiqué sur toutes les mesures de prévention qu'elles ont mises en place, donc notamment avec le gel hydroalcoolique dès le début, le fait d'offrir des masques à toutes les consommatrices ou consommateurs qui rentreraient dans les boutiques et qui n'en auraient pas, que bien sûr tout ce qui est les vendeurs et les vendeuses sont bien protégés avec des gants, avec des masques, avec des visières. Donc voilà, sur toute cette partie-là et avec bien sûr après sur le risque d'avoir le Covid qui resterait sur les vêtements, soit la possibilité de mettre les vêtements pendant un certain temps, au moins 24 heures, de les sortir des rayons pour les vêtements qui auraient été essayés, ou alors il y a aussi d'autres techniques qui sont avancées, notamment on sait que la chaleur ou repasser les vêtements à haute température peut aussi diminuer la présence du Covid sur les vêtements. Après, il y a des choses aussi sur les steamers. Bon, non, la problématique aussi, c'est que beaucoup de nos articles sont délicats et ne vont pas supporter en fait une haute température ou un steamer qui va en fait faire gaufrer les matières ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que toutes ces mesures de prévention, elles sont plus à l'heure actuelle d'essayer de mettre les vêtements de côté. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'on entend beaucoup parler sur les risques et les angoisses, entre guillemets, des consommateurs quand ils vont en boutique. Mais il faut savoir que quand les gens achètent aussi par Internet, il y a aussi des choses qui se passent. Alors, c'est vrai qu'il y a le temps de transport. Donc, on peut se dire que pendant ce temps de transport, il est resté, entre guillemets, un peu en quarantaine, l'article. Donc, il y aura un peu moins de soucis. Mais beaucoup des marques aussi l'ont saisi et l'indiquent aussi que lorsqu'ils ont des vêtements qui ont été envoyés par du e-commerce et qui reviennent dans leurs entrepôts, ils les traitent, ils les nettoient. Là, ils peuvent aussi un peu plus facilement les nettoyer. En termes de logistique, ça peut être un peu plus facile, mais c'est vrai qu'il y a aussi de rassurer les consommateurs sur ces achats de e-commerce. Après, on en parlait aussi hier avec ma collègue Aurélia Evert. Je pense que ça peut aussi générer des démarches un peu innovantes en termes de marketing, de merchandising, plus de photos avec une diversité des corps, des mensurations pour projeter le produit peut-être d'une manière beaucoup plus personnelle, peut-être de l'essayage digital. Il y a des gens qui y travaillent. Voilà, ça peut générer des idées au-delà de la chaîne d'appro, au-delà des mesures de protection. Pour qu'effectivement le consommateur puisse peut-être demain acheter ou ne pas renvoyer sans essayer. Bon, voilà, il y a peut-être des choses à penser par certaines marques, même si je pense que c'est délicat. Mais... Oui, il y a déjà des choses qui sont faites là-dessus, mais c'est vrai qu'on reste quand même sur un vêtement, sur un textile qu'on a envie de toucher, qu'on a envie de voir porter, qu'un certain tombé, etc. Il y a des choses quand même qui sont inhérentes à notre vêtement qui sont quand même importantes. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites. Alors après, il y a aussi des études qui sont en train de travailler. Je pense que vous en avez tous entendu parler sur le fait que les UV permettraient apparemment de détruire le Covid. Donc, il y a des gens qui sont en train un peu comme la RFID, d'installer des tunnels à UV où on pourrait faire passer derrière les vêtements ou des choses ou d'autres articles pour justement supprimer la présence de Covid sur les matériaux, puisqu'en fait, ce n'est pas que sur les textiles. Mathias, y a-t-il d'autres questions? Oui, il y avait une question-suggestion intéressante, politique. Comment faire pour que ces propositions de bon sens soient intégrées dans les plans de relance français et européens comme prérequis pour avoir accès aux aides? Intéressant. Ouais. Alors, je pense que dans les plans de relance, il y a un volet, alors c'est un seul des volets, mais il y a quand même un volet décarbonisation, en tout cas très fort, qu'on voit à tous les niveaux. Alors, je vois ta tête, Fanny. Bon, je dirais que c'est un début et c'est une attente forte du gouvernement. Bon, après, on a quand même la loi AGEC qui a été publiée avant le confinement. Qui va avoir quand même de fortes répercussions et qui engage aussi les entreprises sur une voie plus vertueuse et de manière très contrainte. Après, tout ne doit pas, enfin ça c'est mon point de vue, tout ne doit pas non plus être contraint. Voilà, il y a ce qu'on appelle la soft law qui est une piste quand même aussi intéressante, surtout quand on est sur des sujets comme ceux-là.
Justement, pour moi, une des manières de faire ça, enfin, il y a le lobbying qui peut être réalisé par les fédés, mais je pense que la meilleure manière de faire ça, c'est que les gens qui partagent effectivement le constat que ce sont des mesures de bon sens qui devraient être mises en œuvre par tous, qu'ils le fassent et qu'ils communiquent sur ces mesures. Parce que quand on est un acheteur, quand on est justement une organisation publique et qu'on voit qu'on a des acteurs qui mettent en place ce type de mesures, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on parle à un deuxième acteur, on lui dit « Est-ce que tu as vu que l'entreprise Y, elle a fait ça? Et toi, tu l'as fait ?» Et je pense que c'est la meilleure manière aussi d'engendrer un cercle vertueux dans le secteur. C'est qu'il faut effectivement que certains acteurs tirent un peu la loco, donc le fassent. Et pour une fois, vraiment, je vous engage, quand vous faites des choses bien, dites-le. N'ayez pas peur de le dire. Je pense que tout le monde aujourd'hui a besoin de voir un peu la lumière au bout du tunnel, d'être rassuré et de voir que les acteurs économiques peuvent prendre un lead sur des sujets comme ça, vraiment, qui touchent à la fois l'éthique, le social, la sécurité, l'hygiène et la santé. C'est hyper important que les acteurs qui pensent voilà, qu'il faut un après-Covid différent le fassent et se mobilisent aussi en termes de com. Enfin, c'est hyper important. Ouais, dans les plans de relance, quand même, on voit beaucoup. Alors, Adeline a parlé de décarbonisation, mais je dirais plus largement, où on voit beaucoup de choses qui sont apparues sur le volet RSE au sens large, qui va être beaucoup aussi sur de l'achat plus local, essayer d'intégrer beaucoup plus les impacts environnementaux de nos achats. Alors, les impacts environnementaux, c'est pas que l'environnement, c'est de prendre en compte un peu la totalité des choses. Et il y a le social dedans aussi, il y a l'éthique. Il y a rien que d'acheter de proximité, on va réduire de fait le carbone, enfin en tout cas toute la partie énergétique, mais il y a pas mal de choses quand même dans tous les plans de relance que l'on voit apparaître et qui sont présentés à l'heure actuelle au gouvernement, des choses sur tout ce volet RSE. Il y a quand même aussi des demandes sur certains produits phares et des produits qui ont fait beaucoup de défauts pendant cette crise, de relocalisation. Donc la relocalisation aussi, on est quand même aussi d'intégrer un peu tous ces éléments de RSE. Il y a quand même dans tous ces plans de relance, et ça a été, indépendamment des plans de relance, une grande stratégie et un grand objectif qu'on a demandé à tous nos clients, tous nos fournisseurs, sur de respecter les délais de paiement, de payer les gens en temps et en heure pour qu'on puisse faire avancer la chaîne de valeur. Donc, tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on a beaucoup vus pendant toute la crise et j'espère que ce sont des éléments qu'on va pouvoir conserver indépendamment derrière quand même d'une crise économique qui risque d'être encore plus devant nous. Parce que derrière, je pense qu'il y a des vraies volontés et tout ce que le consommateur, on avait déjà en tête tout ce que le consommateur avait envie de beaucoup plus de transparence, de traçabilité. Je pense que cette crise a accéléré ce mouvement-là. Espérons que derrière, d'un point de vue économique, ça puisse derrière être passé à l'acte, que le consommateur va pouvoir passer à l'acte. Et là, il y a quand même le volet économique qui risque d'être un peu un frein. Mais il y a des choses à faire parce qu'un produit qui est propre, qui est environnementalement correct, qui derrière fait travailler des gens en local, c'est pas forcément. Il y a quand même des produits qui restent tout à fait abordables derrière si la chaîne de valeur, si les marges sont bien revues et il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être tout à fait rester dans des prix accessibles. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a plus à l'écrit en tout cas. Est-ce que quelqu'un souhaite encore poser une dernière question? Parce qu'on a déjà bien abusé du temps de nos intervenants. Non. Bon, écoutez, merci à tous. Je suis ravie qu'on était aussi nombreux. Bravo Fanny pour cette belle présentation et tous ces apports. Et bien sûr, la présentation sera en ligne, enfin le webinaire sera enregistré et on le retrouve sur le site de nos fédérations respectives. Et puis, vous retrouverez également toute la présentation. Oui, merci beaucoup à tous. Merci Fanny et au plaisir de vous retrouver sur d'autres sujets aussi passionnants. À très bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.